Bonjour et bienvenue dans un nouveau cours dans le module Fondation des médias numériques. Dans le dernier cours, on a expliqué l'oligopole de l'Internet. On a vu que depuis une dizaine d'années, nous observons la montée en puissance des technologies numériques en réseau qui peuplent notre quotidien. L'ensemble de nos activités impliquant une action communicationnelle, la quasi-totalité de notre vie sociale est peu à peu colonisée par des dispositifs numériques, soit appareils, réseaux, services en ligne, devient les adjuvants utiles, mais aussi envahissants de notre vie personnelle et professionnelle, ainsi que de notre expression publique, comme l'a bien noté le chercheur Nikos Zimirnos. On a compris avec ce chercheur que l'Internet est devenu un champ de compétition acharné entre entreprises multinationales, institutions politiques et groupes sociaux pour la distribution du pouvoir sur les canaux de communication numérique. On a compris aussi que la forme actuelle de l'Internet ne doit rien à ses caractéristiques techniques supposément intrinsèques, mais résulte des relations complexes entre acteurs dont les intérêts économiques et politiques sont à la fois puissants et antagoniques. Ainsi, et dans ce contexte des médias numériques, quelques multinationales sont devenues en quelques années les acteurs d'un oligopole qui régit le cœur informationnel de nos sociétés, au point qu'un acronyme leur soit désormais dédié, GAFAM, constitué des premières lettres de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. On a compris que le contrôle des vastes domaines numériques détenus par les acteurs de l'oligopole s'effectue notamment à travers leur pouvoir de marché exacerbé et leur puissance financière, mais aussi par le biais de leurs droits de propriété intellectuelle et industrielle qui s'étendent et se renforcent, donnant occasionnellement lieu à des guerres de brevets. On a expliqué aussi la notion de la participation des usagers selon le chercheur Serge Prou. Serge Prou, en ce qui concerne le monde numérique, l'injonction à participer est d'abord formulée du haut vers le bas. Donc, selon Serge Prou, en ce qui concerne le monde numérique, l'injonction à participer est d'abord formulée du haut vers le bas, dans la mesure où, depuis l'invention du Web 2.0, du Web social, et surtout avec le Web de plateforme maintenant, l'utilisateur est la plupart du temps contraint de s'inscrire d'abord sur la plateforme qu'il veut fréquenter, puis de suivre les consignes établies par les algorithmes, ceux-ci ayant été mis en place par les organisations propriétaires contrôlant l'espace médiatique du web. Donc, comme Serge Roux a bien noté, l'injonction à participer au monde numérique, c'est d'abord formulé du haut vers le bas. D'après Proust, la participation en ligne a changé de forme avec la transition socio-technique de l'ancien web des pages homepage web, le web des pages, le web documentaire, homepage web, l'environnement numérique propre aux années 1990, où l'internaute butinait et surfait en passant d'une page à l'autre avec un sentiment subjectif de relative liberté, vers le web des plateformes, le cyberspace des décennies 2000 et 2010, qui contraint fortement les pratiques des internautes par le biais
d'algorithmes et d'interfaces prescriptives. Donc, cette nouvelle forme du web impose fermement ses logiques de captation selon Serge Prou, ses logiques de captation permanente des traces des activités en ligne. En d'autres termes, Prou affirme que la participation concerne le pouvoir. Il écrit « Si mon geste participatif n'exerce aucune influence sur la situation comme dans l'effet de s'engager dans des dispositifs préexistants définis d'abord par des algorithmes sur lesquels nous n'avons aucun contrôle et qui contraignent fortement les choix des réponses possibles, il s'agit alors d'une forme superficielle de participation. » Et aujourd'hui, on va continuer la démarche qu'on a déjà commencé dans les derniers cours. On va explorer historiquement les différentes notions concernant les fondations des médias numériques et ses repères critiques. Plan du cours. Nous allons discuter l'accès à l'information en ligne. Nous allons comprendre ce qu'on appelle l'éditorialisation par les moteurs de recherche. Et aussi, on va explorer historiquement le site YouTube en faisant aussi l'analyse et la critique concernant le fonctionnement de ce site. Tout d'abord, on va étudier ce qu'on appelle l'éditorialisation par les moteurs de recherche, selon l'étude de Brigitte Simoneau. Brigitte Simoneau a bien noté que, depuis la fin des années 1990, l'accès à l'information s'est transformé de manière perceptible pour les internautes. Simoneau, donc, a bien noté dans sa recherche intitulée « Place des moteurs de recherche dans l'éditorialisation du web » que, depuis la fin des années 1990, l'accès à l'information s'est transformé de manière perceptible pour les internautes, pour les gens qui utilisent l'Internet. Le développement et les évolutions du web ont contribué à l'accroissement de l'offre de contenu en ligne. Les différentes phases du web 1.0, le web documentaire, puis le web 2.0, le web social, ont contribué à l'accroissement de l'offre de contenu en ligne. Les dispositifs d'accès à l'information en ligne, et en particulier les moteurs de recherche, comme Bing, comme Google, comme Yahoo, ces dispositifs d'accès à l'information ont contribué à l'installation d'une logique de la demande. Comment? En proposant des modalités d'accès fondées à la fois sur la singularité de l'internaute, en quête de renseignement, et sur les régularités des pratiques. Donc, les dispositifs d'accès à l'information en ligne, notamment les moteurs de recherche comme Google, comme Yahoo, ont contribué à l'installation d'une logique de la demande en proposant des modalités d'accès fondées sur la singularité de l'internaute en quête de renseignement et sur les régularités des pratiques. Parmi les moteurs web, les moteurs de recherche, on peut faire la distinction entre deux types des applications. Il existe à la fois des applications généralistes qui donnent accès à toutes sortes et toutes formes de contenu et des moteurs verticaux,
C'est quoi les moteurs verticaux? Ce sont des moteurs de recherche, moteurs web, spécialisés dans un domaine ou un format de document. Donc, il existe des applications généralistes qui donnent accès à toutes sortes et toutes formes de contenu et des moteurs verticaux, c'est-à-dire spécialisés dans un domaine ou un format de document. En ce qui concerne les moteurs de recherche en part de marché, Simonon constate l'effet suivant. Google, ce moteur de recherche, arrive toujours en tête, suivi de très loin par Yahoo et Bing. Donc c'est toujours Google qui arrive en tête, suivi de très loin par Yahoo et Bing. Quelques nouveaux entrants tentent de s'installer comme DuckDuckGo, fondé en Pennsylvanie en 2008, ou le moteur de recherche franco-allemand Quant, lancé en 2013. Donc, il existe des nouveaux entrants qui tentent de s'installer comme le moteur de recherche DuckDuckGo et le moteur de recherche Quant. Concernant le moteur de recherche DuckDuckGo, ce moteur de recherche affiche son intention d'évoluer vers un système de questions-réponses. C'est quoi ce système? Ce système essaye de fournir directement l'information à l'internaute plutôt que de lui proposer des liens en résultat. Donc, DuckDuckGo adopte un système de questions-réponses, c'est-à-dire de fournir directement l'information à l'internaute plutôt que de lui proposer des liens en résultat. Son infrastructure repose, outre son propre robot de collecte, sur une plateforme collaborative DuckDuckHack qui permet aux internautes de contribuer à produire des réponses synthétiques. Il exploite des sources verticales, ça veut dire des sources spécialisées dans certains domaines, et complète ses résultats avec ceux de Yahoo. Donc, l'infrastructure de DuckDuckGo repose sur une plateforme collaborative qui permet aux internautes de contribuer à produire des réponses synthétiques et il exploite des sources verticales spécialisées dans certains domaines et complète ses résultats avec ceux de Yahoo. On va présenter quelques faits et chiffres concernant le moteur de recherche DuckDuckGo. C'est un moteur de recherche américain qui vise à préserver la vie privée de ses utilisateurs et à leur éviter la bulle de filtre. Son modèle économique repose sur l'affichage de publicité et l'affiliation. L'entreprise compte 118 employés en janvier 2020. DuckDuckGo a été fondé en 2008 par l'entrepreneur Gabriel Weinberg. Son nom a été choisi en référence au jeu d'enfants DuckDuckGoose. Donc, ce moteur de recherche a été fondé par l'entrepreneur Gabriel Weinberg et son nom a été choisi en référence au jeu d'enfants DuckDuckGoose. Le projet a été initialement financé par Weinberg, mais son modèle économique actuel repose sur de la publicité Microsoft Advertising ainsi qu'un système d'affiliation
fournis par les sites Amazon et eBay. Le 13 février 2012, le moteur de recherche DuckDuckGo dépasse pour la première fois le million de recherches par jour. En novembre 2014, l'entreprise dit atteindre 7 millions de recherches et en 2015, le moteur de recherche dépasse les 10 millions de recherches par jour. L'autre moteur de recherche, Qwant, quelques chiffres et faits. Qwant est un moteur de recherche français mis en ligne en février 2013. Ce moteur de recherche prétend garantir la vie privée de ses utilisateurs. Mais comment un moteur de recherche peut garantir la vie privée de ses utilisateurs? Comment il peut faire ça? Un moteur de recherche peut garantir la vie privée de ses utilisateurs quand il ne les trace pas à des fins publicitaires, ni ne revend de données personnelles. Et Qwant prétend garantir la vie privée de ses utilisateurs parce qu'il ne les trace pas à des fins publicitaires et ni ne revend de données personnelles. En outre, le moteur se veut impartial dans l'affichage des résultats. Le moteur de recherche, Qwant, disponible en application sur iOS et Android, et il est fondé le 25 mai 2011 à Nice par Jean-Manuel Rosin, l'investisseur Jean-Manuel Rosin, et Patrick Constant et Eric Léandri. Le nom Qwant est, selon ses créateurs, la combinaison de la lettre Q du mot quantité, qui évoque la masse de données que le robot d'indexation parcourt quotidiennement, et du mot anglais want, qui signifie vouloir, ou wanted, qui signifie rechercher. Donc le nom Qwant est, selon ses créateurs, la combinaison de la lettre Q du mot quantité, qui évoque, qui a le sens, qui évoque la masse de données que le robot d'indexation parcourt quotidiennement, et du mot anglais want, qui signifie vouloir, ou wanted, qui signifie rechercher. Le métamoteur de recherche est lancé dans 15 pays et en 35 langues le 16 février 2013. Puis en version finale le 4 juillet 2013 dans sa localisation française, après 1 an et demi de recherche et développement. Et on voit ici quelques différentes phases de développement de Qwant. En 2011, développement technique du moteur de recherche de façon panoramique. En 2013, le lancement de Qwant, version bêta en France et en Allemagne. En 2014, le groupe de presse allemand Axel Springer investit dans Qwant. En 2015, nouvelle interface, nouvelle identité épurée et lancement de Qwant Junior. En 2016, la Banque européenne soutient Qwant et l'audience double en 1 an. En 2018, progression de l'offre de services Qwant sur mobile. Et en 2019, lancement de la version bêta de Qwant Maps. Et en 2022, Qwant étoffe son offre produit et lance sa nouvelle identité de marque. Donc, on voit comment le moteur de recherche,
Quant a développé en quelques années. Brigitte Simoneau mentionne que ces deux entrants, DuckDuckGo et Quant, mettent en avant leur respect de la vie privée de l'internaute. Les requêtes qui leur sont soumises ne sont pas tracées. Pour pouvoir répondre et rivaliser avec les moteurs plus anciens, ce sont non seulement leurs algorithmes qui importent, mais surtout la taille de leur index. C'est la raison pour laquelle, à leur début, DuckDuckGo et Quant, ces nouveaux entrants travaillent en collaboration avec des sources spécifiques, voire d'autres moteurs. Donc, c'était normal. Les productions collaboratives en ligne contribuent à alimenter les index et les algorithmes des moteurs. Donc, ces deux entrants mettent en avant leur respect de la vie privée de l'internaute. Les requêtes qui leur sont soumises ne sont pas tracées et c'était normal pour pouvoir répondre et rivaliser avec les moteurs plus anciens. Ce sont non seulement leurs algorithmes qui importent, mais surtout la taille de leur index. C'est pour cela et c'est la raison pour laquelle, à leur début, ces nouveaux entrants travaillent en collaboration avec des sources spécifiques, voire d'autres moteurs. C'est quoi l'éditorialisation des contenus numériques? Brigitte Simoneau définit cette notion ainsi. Si l'activité traditionnelle d'édition consiste en la préparation de textes ou de contenus en leur publication et en leur diffusion, l'éditorialisation de contenus numériques peut être définie comme la manière dont ces derniers sont sélectionnés, collectés et mis en page pour leur présentation. Sur le web, l'éditorialisation suppose la composition de pages réunissant un ensemble de fragments de texte, un ensemble de fragments de texte, voire d'images fixes ou animées, et de liens menant à d'autres contenus. Donc, si l'activité traditionnelle d'édition consiste en la préparation de textes ou de contenus en leur publication et en leur diffusion, l'éditorialisation de contenus numériques peut être définie comme la manière dont ces derniers sont sélectionnés, dont ces derniers sont collectés et mis en page pour leur présentation. Et sur le web, l'éditorialisation suppose la composition de pages réunissant un ensemble de textes, voire d'images fixes ou animées, et de liens menant à d'autres contenus. Pour bien expliquer l'activité d'édition numérique, Simoneau cite le chercheur Bruno Bachimon, parce que lui aussi, il a étudié et il a travaillé sur la notion de l'éditorialisation numérique, l'activité d'édition numérique. Bachimont retenait le qualificatif d'éditorialisation pour désigner cet enrôlement de ressources et leur composition dans une nouvelle publication, en soulignant le passage de technologies traditionnelles d'indexation de contenu en vue de recherche documentaire à des technologies d'indexation de fragments épars réunis sur un même sujet. Donc, Bachimont retenait le qualificatif d'éditorialisation pour désigner cet enrôlement de ressources et leur composition dans une nouvelle publication.
Il a souligné le passage des technologies traditionnelles d'indexation de contenu en vue de recherche documentaire à des technologies d'indexation de fragments épars réunis sur un même sujet. Et dans ce processus, dans ce contexte, Bashimon distinguait trois postures, quant à la manière de tenir compte de l'origine des ressources. Il a étudié l'origine des ressources concernant l'éditorialisation numérique. La posture amnésique, qui consiste à oublier le contexte original du fragment pour se focaliser uniquement sur son contenu. Cette posture consiste à oublier le contexte original du fragment pour se focaliser uniquement sur son contenu. Dans l'exemple d'une photographie reprise pour illustrer un événement totalement différent de celui qu'elle immortalisait. Donc, c'est la posture amnésique. Il y a la posture généalogique qui cherche à mettre en valeur les ressources dans leur contexte documentaire d'origine, à la manière des institutions patrimoniales. Donc, il y a aussi la posture généalogique qui cherche à mettre en valeur les ressources dans leur contexte documentaire d'origine, à la manière des institutions patrimoniales. Puis, il y a la posture créative. Cette posture créative réutilise des ressources en tant qu'objets matériels indépendamment de leur signification et de leur contenu perceptif, comme le font certaines initiatives d'art numérique. Donc, il y a aussi la posture créative qui réutilise des ressources en tant qu'objets matériels indépendamment de leur signification et de leur contenu perceptif, comme le font certaines initiatives d'art numérique. Ainsi, la présentation contextualisée ou décontextualisée des éléments sélectionnés est censée contribuer à la construction du sens chez le lecteur. Donc, la présentation contextualisée ou décontextualisée des éléments sélectionnés est censée contribuer à la construction du sens chez le lecteur. Cette présentation contribue à la façon dont le lecteur peut construire le sens selon les différents contenus. Les moteurs de recherche, comme Google, comme Yahoo, comme Bing, en sélectionnant et en classant des pages tirées de sites tiers, assurent en quelque sorte le rôle de méta-éditeur. S'ils ne sont pas à l'origine de la publication des contenus qu'ils présentent et n'en contrôlent pas la mise en forme originale, ce sont eux qui leur donnent une visibilité et les rendent accessibles aux internautes. Ici, on comprend bien le fonctionnement de moteurs de recherche en tant que méta-éditeur. Donc, les moteurs de recherche web sélectionnent et classent les pages tirées de sites tiers. Donc, en sélectionnant et en classant ces pages, ces moteurs de recherche web assurent en quelque sorte ce rôle de méta-éditeur. C'est quoi le rôle de méta-éditeur? Oui, les moteurs de recherche web ne sont pas à l'origine de la publication des contenus qu'ils présentent. Et ces moteurs de recherche ne peuvent contrôler la mise en forme originale. Mais ce sont eux qui leur donnent une visibilité et les rendent accessibles aux internautes. Cette accessibilité
conditionnent leur réutilisation potentielle. Et la manière dont les moteurs de recherche web sélectionnent les contenus et mettent en page les résultats correspond à une forme d'éditorialisation, qu'il s'agisse de répondre à la requête d'un internaute ou de proposer une page d'accueil à un service, par exemple de recherche d'actualité. Donc, la manière dont les moteurs de recherche web sélectionnent les contenus et mettent en page les résultats, c'est ça qu'on appelle la forme d'éditorialisation. Donc, la manière dont les moteurs de recherche web sélectionnent les contenus et mettent en page les résultats correspond à une nouvelle forme d'éditorialisation, soit qu'il s'agisse de répondre à la requête, donc cette forme d'éditorialisation, qu'il s'agisse de répondre à la requête d'un internaute ou de proposer une page d'accueil à un service, comme par exemple euh, dans la recherche d'actualité. Donc, les moteurs de recherche web jouent le rôle de méta-éditeurs parce que ces moteurs de recherche, ce sont eux qui donnent une visibilité aux différents contenus et les rendent accessibles aux internautes. Et cette accessibilité conditionne leur réutilisation potentielle. Encore une fois, c'est cette nouvelle forme d'éditorialisation numérique, c'est la forme que les internautes, avec l'utilisation du web, ces internautes peuvent comprendre comment utiliser les différents sites web. Par exemple, quand ces internautes essayent de faire une recherche d'actualité. Brigitte Simoneau, dans sa recherche, note que les formes données à cette éditorialisation varient en fonction des contenus sélectionnés. Donc, pour le web généraliste, la présentation des résultats par les moteurs web a connu une certaine standardisation. Proposés sous forme d'une liste de liens accompagnés de cours descriptifs, ils sont ordonnés selon des critères inscrits dans les algorithmes. Donc, pour le web généraliste, la présentation des résultats par les moteurs web proposés sous forme d'une liste de liens accompagnés de cours descriptifs, ils sont ordonnés selon des critères inscrits dans les algorithmes. Donc, Simoneau note que les formes données à cette éditorialisation varient en fonction des contenus sélectionnés. Tout d'abord, pour le web généraliste, la présentation des résultats a connu une certaine standardisation. Proposés sous forme d'une liste de liens accompagnés de cours descriptifs, ils sont ordonnés selon des critères inscrits dans les algorithmes. Ces critères portent sur la correspondance entre les termes de la requête de l'internaute et ceux des pages indexées. Donc, ces critères des algorithmes portent sur la correspondance entre les termes de la requête de l'internaute et ceux des pages indexées. Ces pages
indexer sur la position de ces termes dans les pages, mais aussi dans le cas du PageRank de Google sur des recommandations. Donc, c'est le web généraliste et c'est la façon de présenter les résultats par les moteurs web. Puis, les recommandations sont opérationnalisées par un calcul du nombre de liens posés vers les pages par d'autres sites, pondéré par la notoriété des sites. Donc, c'est la façon de la présentation des contenus selon les différents moteurs de recherche concernant le web généraliste. Par exemple, pour les moteurs d'actualité, ce sont la fraîcheur et la fréquence des sujets dans les titres de presse qui importent davantage. Les résultats regroupent sur un même sujet plusieurs articles tirés de titres de presse différents. Donc, si l'internaute essaye de trouver des actualités, par exemple, sur euh, euh, par exemple le changement climatique, il peut seulement il peut essayer de seulement écrire ce terme, cette notion, le sujet qu'il s'intéresse, il tape ça et puis il attend les résultats et ces résultats regroupent sur le sujet qu'il a choisi plusieurs articles tirés de titres de presse différents. Donc, c'est le fonctionnement de mener une recherche sur ces moteurs de recherche, ces moteurs web. Dans le monde traditionnel de l'édition, Brigitte Simoneau ajoute, l'éditeur se porte garant après l'auteur des contenus publiés. En effet, il met en place des processus de relecture qui permettent de corriger et valider ces contenus. Mais les moteurs de recherche web ne peuvent pas se porter garant des contenus qu'ils contribuent à promouvoir, à plus forte raison du fait que leur éditorialisation est automatisée. Donc, Simoneau nous explique aussi que dans le monde traditionnel de l'édition, l'éditeur se porte garant avec l'auteur des contenus publiés. Oui, c'est vrai parce qu'il met en place des processus de relecture qui permettent de corriger et de valider ces contenus. Mais le moteur de recherche web ne peuvent pas se porter garant des contenus qu'ils contribuent à promouvoir. À plus forte raison du fait que leur éditorialisation est automatisée. L'algorithmisation du processus est d'ailleurs un argument souvent invoqué pour justifier de leur neutralité quant au choix et à l'ordre de présentation des résultats qu'ils proposent. Donc, si il existe des critiques concernant, par exemple, la subjectivité ou en temps de présentation des résultats que ce moteur de recherche propose. Ici, l'argument que l'algorithmisation du processus est un argument invoqué, souvent invoqué, pour justifier la neutralité de ce moteur de recherche.
quand au choix et à l'ordre de présentation des résultats qu'il propose. Donc, l'automatisation et l'algorithmisation du processus est toujours des arguments souvent invoqués pour justifier l'objectivité, la neutralité des différents moteurs de recherche, quant au choix et à l'ordre de présentation des résultats qu'ils proposent. Dans ce contexte, Brigitte Simoneau a évoqué les conditions générales d'utilisation de Google selon ce moteur de recherche lui-même. Les conditions générales d'utilisation du Google qui indiquent, selon Google, nos services affichent des contenus n'appartenant pas à Google. Ces contenus relèvent de l'entière responsabilité de l'entité qui les a rendus disponibles. Nous pouvons être amenés à vérifier les contenus pour s'assurer de leur conformité à la loi ou à nos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit de supprimer ou de refuser d'afficher tout contenu que nous estimons raisonnablement d'être en violation de la loi ou de notre règlement. Le fait que nous nous réservions ce droit ne signifie pas nécessairement que nous vérifions le contenu. Dès lors, veuillez ne pas présumer que nous vérifions les contenus. C'est franchement les conditions générales d'utilisation de Google nous indiquent que Google, oui, ce moteur de recherche peut refuser d'afficher tout contenu qu'il trouve raisonnablement être en violation de la loi ou de le règlement de moteur de recherche. Mais il indique aussi que le fait que Google réserve ce droit ne signifie pas nécessairement que Google peut vérifier les contenus. Donc, franchement, Google euh, dit tout simplement veuillez ne pas présumer que nous vérifions les contenus. Donc, c'est les conditions générales d'utilisation de Google assurent et confirment ce que Simoneau vient de mentionner, que les moteurs de recherche ne peuvent pas euh, garantir la crédibilité des contenus ou qui peut changer ces contenus. Concernant l'éditorialisation des pages de résultats, Brigitte Simoneau note que dans la présentation des résultats des moteurs, l'intervention éditoriale se manifeste d'abord par l'organisation interne des pages. Ces pages sont construites en 3 ou 4 ans de contenu. Donc, concernant l'éditorialisation des pages de résultats, il y a l'intervention éditoriale se manifeste d'abord par une organisation interne des pages. Ces pages sont construites en 3 ou 4 ans de contenu. La liste des résultats éditoriaux, les liens publicitaires, des suggestions de recherche associées et parfois un encadré. Donc, les pages, l'organisation interne des pages dont les résultats des moteurs sont construites en 3 ou 4 ans, soit la liste des résultats éditoriaux, la liste des résultats éditoriaux et les liens publicitaires et des suggestions
de recherche associé et parfois encadré. Par exemple, les liens publicitaires s'affichent soit sur le côté de la page, soit au nom des résultats éditoriaux et parfois aux deux endroits. Donc, si mon nom nous donne l'exemple de la place des liens publicitaires sur les pages web, donc soit sur le côté de la page, soit au nom de résultats éditoriaux, parfois aux deux endroits. Et depuis 2012, elle mentionne que pour certaines requêtes, le Knowledge Graph de Google propose sur le côté de la page un encadré présentant un résumé informatif. Pour les noms communs ou les noms de personnalités, ces informations sont tirées de l'encyclopédie collaborative Wikipédia. Et ce procédé similaire est utilisé par le moteur Qwant. Pour les résultats éditoriaux, ces résultats éditoriaux sont listés sous forme de paragraphes ordonnés. Pour chaque résultat sont indiqués son titre, son adresse URL, un court résumé ou extrait et éventuellement une liste de rubriques spécifiques du site. Le texte du résumé, qui a été un temps composé par les moteurs pour mettre en valeur des termes de la requête tels qu'ils apparaissent dans la page, provient désormais soit de la balise métadescription du site, soit du début du texte de la page cible. Donc, pour les résultats éditoriaux, ces résultats éditoriaux sont listés sous forme de paragraphes ordonnés. Pour chaque résultat sont indiqués son titre, son adresse URL et un court résumé ou extrait. Le texte du résumé, qui a été un temps composé par les moteurs pour mettre en valeur des termes de la requête tels qu'ils apparaissent dans la page, ce texte provient soit de la balise métadescription du site, soit du début du texte de la page cible. Ces résumés peuvent présenter des extraits enrichis obtenus à partir de données structurées encodées dans des microformats. Et pour les produits ou les recettes de cuisine, par exemple, le procédé permet d'inclure des critiques sous forme d'un classement par étoile ou d'un nombre d'avis. Ce type de données nécessite la participation des concepteurs du site pour spécifier dans le code de la page des balises associant des attributs à des propriétés selon des standards ouverts. Donc, ces résumés peuvent présenter des extraits enrichis obtenus à partir de données structurées encodées dans des microformats et comme exemple, pour les produits ou les recettes de cuisine, par exemple, le procédé permet d'inclure des critiques sous forme d'un classement par étoile ou d'un nombre d'avis et ce type de données nécessite la participation des concepteurs du site pour spécifier dans le code de la page des balises associant des attributs à des propriétés selon des standards ouverts. Maintenant, on passe à l'autre axe de ce cours. On va explorer historiquement et on va analyser avec Tristan Matlard, le chercheur renommé dans les études de la communication
numérique et la communication en général, on va étudier YouTube, ce site et ce fameux site social. YouTube est un site web d'hébergement de vidéos et médias sociaux sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming. Le service est situé à San Bruno, en Californie, et il est créé en février 2005 par 3 anciens employés de PayPal, Steve Chen et Chad Hurley et Jawed Karim. Google a racheté le site en octobre 2006 pour 1,65 milliard de dollars et en 2009, environ 350 millions de personnes visitent chaque mois le site. La plupart des vidéos du site ou les chaînes YouTube peuvent être visualisées par tous les internautes, tandis que seules les personnes inscrites peuvent envoyer des vidéos de façon illimitée. Les vidéos sont accessibles par catégorie et à l'aide de mots-clés, comme sur Flickr, et peuvent être importées sur un blog personnel. L'internaute inscrit peut publier des commentaires et aimer ou non les vidéos en ligne. Lorsque une personne regarde une vidéo, d'autres sur un thème proche lui sont proposés. À droite de l'écran, dans une barre à défilement vertical, grâce au titre et aux étiquettes de la vidéo en cours de lecture ainsi qu'à l'historique de l'utilisateur. Donc toujours, on explique le fonctionnement de ce site YouTube. Après un an d'existence, de nouvelles fonctionnalités ont fait leur apparition, comme la possibilité de poster des vidéos en réponse à celles visionnées et celle de s'abonner pour en recevoir de nouvelles sur un thème particulier. YouTube fait partie des plateformes et services web centralisés. C'est quoi les services web centralisés? C'est-à-dire, ce sont des services qui possèdent par ces services web centralisés, possédés par une seule entreprise, dont le contenu ne peut être accessible que depuis des applications conçues par ses propriétaires, à la différence des services décentralisés qui promeuvent un web non centré. Donc, YouTube fait partie des plateformes et services web centralisés. Le chercheur français Tristan Matlard a analysé en détail dans son étude intitulée L'élaboration par YouTube d'un modèle mondial de production de vidéos, le fameux site web YouTube, et il a noté comment les chercheurs en médias numériques ont célébré l'avènement de ce site avec les promesses de participation que celui-ci pouvait rester. Travailler sur YouTube, c'est travailler sur un objet considéré très tôt comme un phénomène emblématique du mouvement vers ce qui était célébré au milieu des années 2000 comme le Web 2.0, comme le chercheur Jenkins 2006 a noté.
avec toutes les promesses de la participation que celui-ci pouvait receler. Henry Jenkins et John Hartley, nous dit Tristan Matlar, ne vont-ils pas en 2008, donc 3 ans après l'apparition de la plateforme YouTube et 2 ans après son rachat par Google, les horizons presque infinis qu'ouvrait YouTube pour la production de contenu créatif. La création était, grâce à cette plateforme, censée être apportée de n'importe qui étant près d'un ordinateur et non plus entre les seules mains d'une élite d'avant-garde ou des experts et des institutions contrôlant jusque-là la culture. La plateforme s'inscrivait, selon ce récit, dans la filiation directe des initiatives ayant permis l'essor de le slogan Do It Yourself, culture de toutes sortes ayant fleuri dans les décennies précédentes. Donc, Tristan Matlar a déjà introduit les écrits des chercheurs qui célèbrent l'avènement de YouTube. Et pour bien expliquer la stratégie adoptée par ce site, par YouTube, Tristan Matlar a étudié, a analysé en détail le blog officiel de YouTube. Dans ce blog, YouTube se présente comme, nous dit Matlar, bien sûr comme une entité qui a cela de particulier qu'elle permet aux consommateurs de diffuser leurs vidéos rapidement, facilement et de manière amusante. Les usagers de YouTube, tant ceux qui réalisent que ceux beaucoup plus nombreux qui regardent les vidéos, y sont bien entendu décrits comme étant au cœur du succès de la plateforme, comme étant à l'origine de sa croissance absolument phénoménale. Toutefois, dès novembre 2005, quand elle annonce avoir reçu un financement de la société de capital risque Sequoia, la plateforme se présente aussi comme une entreprise de médias grand public. De même, le blog, Matlar a ajouté, permet de voir le travail discursif que réalise la plateforme, à l'origine créée pour héberger des contenus d'amateurs, mais qui doit, à partir de 2006, concilier l'idéologie participative qui était au fondement de sa légitimité avec l'adoption croissante de logiques de fonctionnement qui ne sont pas si éloignées de celles qui structurent les industries médiatiques dites mainstream. Ainsi, quand, en janvier 2006, est annoncé l'introduction de la publicité sur le site. Donc, le site YouTube a annoncé l'introduction de la publicité sur le site et la décision est-elle dépeinte comme permettant à ses usagers de continuer à bénéficier du meilleur service vidéo en ligne imaginable gratuitement selon les mots de blog. En mai 2007, les fondateurs de YouTube prennent conscience de l'importance des célébrités qui ont réussi, avec leurs vidéos créées depuis les simples webcams de leur living room, à séduire leurs fans et audiences partout dans le monde et à ainsi générer des dizaines de milliers d'abonnés. YouTube élève en conséquence sur invitation les plus populaires d'entre ces célébrités au même rang que leurs
confrères professionnels en leur permettant la possibilité d'uploader des vidéos de plus de 10 minutes et le partage des revenus publicitaires et d'autres opportunités promotionnelles, selon le blog de YouTube. Selon Tristan Matlar, en octobre 2009, YouTube entre dans une nouvelle phase de développement qui nécessite le renforcement de ce dispositif de formation et un encadrement plus étroit de ce dernier. Chad Hurley, cofondateur et directeur exécutif de YouTube, annonce en effet que le site a atteint le milliard de vidéos vues quotidiennement et fait le constat d'un changement dans les demandes, non seulement chez les consommateurs de vidéos en attente de programmes de meilleure qualité, mais aussi chez les créateurs de contenu. Donc, Chad Hurley, le cofondateur et le directeur exécutif de YouTube, annonce en effet que le site a atteint le milliard de vidéos vues quotidiennement et ce constat, il existe selon lui un changement dans les demandes, non seulement chez les consommateurs de vidéos, mais aussi chez les créateurs de contenu. Et pour accompagner ce changement, YouTube déploie plusieurs initiatives ayant vocation à permettre à ses créateurs de passer au niveau supérieur. C'est la finalité qui est assignée à un nouveau blog le 16 septembre 2009, le Creators Corner, le coin des créateurs, qui réunit des tutoriels donnant des conseils aux aspirants artistes, selon les mots de blog, pour qu'ils puissent avoir du succès sur le site. YouTube, pour aider les créateurs, les internautes qui utilisent le site, à élever les vidéos au niveau supérieur, cette entreprise, ce site a aussi, selon le blog du site, a créé le site appelle le coin des créateurs. Toujours dans l'objectif d'aider ces créateurs, et le blog adresse ces mots ces créateurs, à élever vos vidéos au niveau supérieur. Ce coin des créateurs en association avec la revue Videomaker inaugure en octobre 2009 une série de webinaires explorant les secrets de la réalisation vidéo. Soucieux de répondre aux attentes de leurs principaux utilisateurs, l'agenda de cette série de webinaires est déterminé par eux à partir d'une liste de sujets proposés au préalable par l'entreprise sur des fonctions élémentaires de la réalisation vidéo, telles que la manipulation d'une caméra, donc la manipulation d'une caméra, la maîtrise de la lumière et la maîtrise des filtres ou du micro. Donc, pour répondre aux attentes des utilisateurs, l'agenda de cette série de webinaires est déterminé par eux à partir d'une liste de sujets proposés, comme par exemple la maîtrise de la lumière, la maîtrise des filtres ou la maîtrise du micro. Au fil de son analyse du discours de blog du site YouTube afin de mieux comprendre son fonctionnement, Tristan Matlar a mentionné que, de manière intéressante,
au moment même où YouTube cherche à davantage organiser la création à destination de sa plateforme, elle souligne sa nature de simple intermédiaire, n'investissant pas dans les contenus. La création de contenu n'est pas notre business, c'est le leur, écrit Chad Hurley, le cofondateur de site en février 2010 sur le blog officiel de YouTube. En désignant nos partenaires qui produisent pour la plateforme, qu'il s'agisse des principaux studios de Hollywood ou des aspirants réalisateurs ou des vloggers. Le fait que l'entreprise ne crée pas ses propres contenus, ajoute Matlar, n'empêche pourtant pas YouTube de s'employer à peser sur la création de ceux-ci. Les efforts de YouTube dans ce domaine ne vont, à partir de 2010, cesser de s'intensifier. En mai 2010, le blog de YouTube célèbre ses 2 milliards de vues quotidiennes sur sa plateforme, soit près du double de l'audience de prime time des 3 principaux networks télévisuels états-uniens combinés. Le billet de blog n'en note pas moins qu'il reste encore beaucoup à faire et suggère des mesures à adopter pour doper encore la croissance du site. Il regrette en particulier que l'usager moyen de YouTube ne passe que 15 minutes par jour sur la plateforme, en comparaison avec les 5 heures quotidiennes que les gens passent devant la télévision, et le billet d'affirmer avec force qu'il est nécessaire de vous donner davantage de raisons de regarder plus de vidéos. Donc, le billet affirme avec force et dresse son discours aux internautes qui utilisent le site YouTube de vous donner davantage de raisons de regarder plus de vidéos. Et donc, c'est un constat très important parce que ici, YouTube euh, essaye à euh, développer son fonctionnement par rapport euh, au fonctionnement de la télévision de ce média traditionnel. Matlar a ajouté que ce temps réduit passé quotidiennement par jour devant YouTube par rapport à celui passé devant le petit écran et on l'aura compris, d'autant plus dommageable YouTube qu'il se traduit par un temps d'exposition moindre de ses usagers à la publicité. Ce facteur clé incite l'entreprise et son propriétaire Google à adopter quelques-unes des caractéristiques fondamentales de la télévision. Que YouTube ait l'intention d'adopter certains des traits de la télévision, c'est ce que confirme l'annonce le 7 juillet 2010 du lancement de la version bêta du service Leanback dans un contexte où Google est en train de développer sa Google TV. Leanback permet aux détenteurs d'un compte YouTube de regarder des vidéos en flux continu en fonction de ses préférences, lui donnant la possibilité d'accéder sans effort à une sorte de télévision personnalisée. Ainsi, comme Matlar a cité, en se basant sur le blog officiel de l'entreprise, regarder YouTube devient aussi facile que de regarder la télévision. Avec ce service, il s'agit d'inviter les usagers à regarder plus de vidéos. Selon Tristan Matlar, cette orientation stratégique générera un besoin de davantage de contenu, y compris amateur, dont YouTube s'emploiera. Là aussi, à accompagner la production avec une variété de nouvelles initiatives de formation. 2 jours après l'annonce du lancement de l'Impact, YouTube étreint un programme de bourse destiné à ses partenaires qui a l'ambition d'investir dans le futur de la vidéo et de catalyser la création de nouvelles vidéos selon les mots de blog. Les critères de sélection de ceux-ci sont révélateurs.
du profil attendu non seulement des créateurs, mais aussi de leur production. En effet, ces partenaires seront choisis en fonction de leur futur rendement, ça veut dire future performance, de leur plan marketing et aussi selon leur capacité à attirer les annonceurs. Donc, Tristan Matlard, toujours, présente les efforts de ce site YouTube pour attirer les YouTubers, les gens qui utilisent son site, les internautes qui essayent de uploader les vidéos sur le site YouTube. Parallèlement, toujours avec l'objectif d'accroître le temps passé à regarder les vidéos sur la plateforme, YouTube augmente la limite de la durée de 10 minutes des vidéos téléchargées sur son site qui s'appliquait aux non-partenaires, l'étendant à 15 minutes. Donc, ce site a augmenté la limite de la durée de 10 minutes et l'étendant à 15 minutes. YouTube a créé aussi sur son blog officiel une rubrique de conseils aux partenaires, où sont exposées les meilleures pratiques dans le champ de la réalisation vidéo aux yeux de la plateforme, systématiquement illustrées par le témoignage d'un YouTuber à succès. Comme l'explique le blog, l'objectif est de suggérer à son public comment utiliser l'arsenal d'instruments de YouTube. Cela concerne les métadonnées, les annotations, les playlists et les instruments de mesure d'audience tels que YouTube Insights. YouTube met ainsi en avant quelques-uns de ses partenaires tirés sur le volet qui appliquent au mieux ces préceptes pour les livrer en exemple à suivre à ceux qui seraient désireux de connaître le même type de réussite. Cette nouvelle rubrique est inaugurée par Betty de Betty's Kitchen, qui, en plus de conseils culinaires qu'elle prodige, fournit une série de recettes sur la manière de promouvoir une chaîne et d'optimiser le nombre de vues en utilisant les métadonnées. Tristan Matlar a suivi son analyse de fonctionnement du site YouTube en ce qui concerne de la production vidéo. Il a évoqué par exemple la création de l'équipe spécifique. Une des principales étapes de la mise en place par YouTube de son dispositif de formation à la vidéo se concrétise en mars 2011 quand l'entreprise annonce la création d'une équipe spécifique, YouTube Next. La constitution de cette équipe intervient au moment où YouTube reconnaît plus que jamais l'importance économique de ses partenaires, y compris ceux qui ne viennent pas des grandes industries télévisuelles, cinématographiques ou musicales, des partenaires qui, note le blog de YouTube, ont généré en 2010 pas moins de 100 000 millions de vues et 10 millions de dollars de revenus. Ce programme YouTube Next est de manière révélatrice créé quelques mois avant une refonte majeure de l'interface du site de la plateforme en décembre 2011 qui donne la prééminence aux chaînes YouTube organisées selon des thématiques spécifiques et segmentées. Cette refonte s'inscrit dans la continuité des efforts engagés par l'entreprise pour emprunter à la télévision commerciale plusieurs de ses modes de fonctionnement afin d'augmenter le temps passé par ses utilisateurs sur la plateforme. Avec cette nouvelle interface, la page d'accueil du site de YouTube se voit conférer l'apparence et la convivialité de la télévision et est transformée en une sorte de télécommande donnant accès à 500 chaînes thématiques du câble. Dans ce contexte, YouTube Next a la mission d'augmenter le nombre de partenaires amateurs, d'accompagner leur professionnalisation
et de détecter en leur sein les futurs. Pour combler les besoins croissants en programme de la plateforme. Dans le billet de blog annonçant la création de l'équipe, Tom Pickett, le directeur de YouTube Next, insiste sur le fait que l'entreprise n'est qu'une plateforme technologique, mais il reconnaît que, en tant que grande plateforme pour créateurs, elle se doit d'aider nos partenaires à obtenir les outils et les conseils dont ils ont besoin pour produire des vidéos de meilleure qualité et attirer des audiences plus importantes. Pourtant, Tristan Matlar a constaté que par ce travail d'accompagnement valant injonction pour ceux voulant devenir partenaires, YouTube, loin de n'être qu'une plateforme technologique, intervient de manière croissante dans la création. La première initiative prise par l'équipe YouTube Next est la mise sur pied en mars 2011 d'un YouTube Creator Institute, considérant qu'il y a des gens qui ont toujours désiré s'exprimer au travers de la vidéo, mais qui n'ont pu le faire par faute d'argent, de compétences dans la réalisation vidéo ou d'équipement. YouTube s'associe avec deux institutions prestigieuses aux États-Unis, the University of Southern California School of Cinematic Arts et le Columbia College Chicago Television Department pour proposer à des candidats de ce pays, qu'ils soient ou non partenaires, des sessions de la formation de 4 à 8 semaines pour élever leurs compétences au niveau supérieur. Toujours en mars 2011, la même équipe lance un programme de développement YouTube Next Up, réservé lui aux partenaires promoteurs des États-Unis ayant moins de 300 000 abonnés, avec l'ambition de contribuer à l'éclosion d'une nouvelle génération de stars. Ce dispositif de formation s'enrichit encore en juillet 2011 par la création d'un nouveau blog spécialisé dédié aux créateurs de la plateforme, le Creator Blog, qui, de façon intéressante, se présente dans un de ses premiers billets comme ayant l'ambition d'accompagner la croissance des chaînes YouTube, dans l'espoir que certaines d'entre elles parviennent à être aussi connues que MTV et CNN. Tout en réunissant dans ce créateur blog, toutes les informations utiles à ces créateurs, YouTube, toujours en juillet 2011, lance pour mieux exposer les normes de réalisation de vidéos qu'il promue, un véritable manuel, le YouTube Creator Playbook, décrit comme le guide exhaustif pour avoir du succès, du succès sur YouTube. Donc, YouTube en juillet 2011 lance un véritable manuel, le YouTube Creator Playbook, décrit comme le guide exhaustif pour avoir du succès sur YouTube. On passe maintenant à l'analyse faite par Tristan Matlar pour expliquer les effets de ce site de YouTube sur la globalisation de contenu numérique. Tristan Matlar a expliqué comment YouTube, ce modèle de production de vidéos, ne tardera pas à se propager mondialement, accompagnant l'internationalisation de la plateforme. Après son rachat par Google, profitant du réseau international déjà établi par son nouveau propriétaire, YouTube fonde en juin 2007 9 versions locales traduites et adaptées de son site au Brésil, en France, en Irlande, en Italie, au Japon, en Hollande, en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni, avec des pages d'accueil, des contenus et des outils de recherche localisés. Avant d'en lancer deux autres en octobre de la même année, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Au début de 2008, YouTube a déjà localisé son service dans 18 pays. Ces services localisés de YouTube,
créeront progressivement leurs propres partner programs, programmes de partenaires. C'est aux Royaumes-Unis en janvier 2008 que YouTube commence à déployer ce programme internationalement en donnant à les YouTubers d'outre-Manche ayant une audience significative la possibilité de présenter leur candidature à la version britannique de celui-ci, avant d'ouvrir d'autres programmes de partenaires localisés en avril 2008 au Japon, en Australie et en Irlande. Tristan Matlar ajoute que dans les pays où YouTube lance des versions localisées de sa plateforme, le site adopte la même méthode que celle utilisée à partir de 2006 et 2007 aux États-Unis. Quand elle inaugure un site localisé dans un pays étranger, l'entreprise conclut d'abord des accords avec quelques-uns des principaux producteurs professionnels de contenu et en parallèle ouvre aussi son programme de partenaires au niveau local aux vidéastes, ça veut dire aux amateurs. Ainsi, lorsqu'en mai 2010, la plateforme crée un site localisé en Afrique du Sud. Elle s'associe avec la télévision publique nationale, la South African Broadcasting Corporation et avec une chaîne privée ETV. Avant de mettre sur pied, en juillet de la même année, un programme de partenaires qui accueille de grands médias, de même que des créateurs de contenu non professionnels, applaudant malgré tout avec régularité des vidéos avec des milliers de vues. Donc, en 2010, YouTube crée un site localisé en Afrique du Sud et elle s'associe avec la télévision publique nationale, la South African Broadcasting Corporation et avec une chaîne privée, le ATV, avant de mettre sur pied en juillet de la même année un programme de partenaires qui accueille de grands médias, de même que des créateurs de contenu non professionnels qui upload, qui téléchargent avec régularité des vidéos avec des milliers de vues. YouTube compte de cette façon en décembre 2010 15 000 partenaires à une échelle mondiale sans que l'on puisse déterminer, comme Matlar a noté, avec précision comment ils sont répartis géographiquement. Maintenant, et à la fin de ce cours, on va présenter la critique de Tristan Matlar concernant le modèle mondial de production des vidéos élaboré par YouTube en se basant sur les écrits de chercheurs tels que Cunningham et Craig. Ici, Matlar nous explique que toutes ces initiatives suivant l'essor international de YouTube s'accompagnent d'une rhétorique présentant la plateforme comme un agent de diversité culturelle. Ainsi, le billet de blog qui, en juin 2007, annonce-t-il la naissance des premiers sites localisés de la plateforme, les décrit comme valorisant l'incroyable variété de contenus internationaux que véhicule YouTube, de la même façon quand l'entreprise inaugure en juin 2008 son programme de partenaires pour la France et l'Allemagne. Le blog officiel de la plateforme célèbre le fait que ce programme démontre la diversité globale de la communauté YouTube, reflétant notre engagement à aider les usagers autour du monde à trouver un moyen d'exprimer leur créativité où qu'ils vivent, selon le blog officiel de YouTube. Mais Tristan Matlar a constaté que derrière ces discours emphatiques
qui érige YouTube en agent de diversité culturelle à une échelle mondiale se dissimule néanmoins une réalité plus complexe. En effet, par son dispositif de formation déployé à l'échelle mondiale, la firme propose, selon Matlar, un seul et même modèle de production des vidéos conçu en Californie et ayant vocation à fleurir aux quatre coins de la planète. L'illustre le fait que le Creator Playbook, un élément clé du dispositif de formation mis en place par YouTube, où l'entreprise synthétise tous les conseils qu'elle prodige à ses partenaires de contenu, donne à tous les créateurs du monde exactement les mêmes directives pour connaître la réussite sur la plateforme. De fait, ajoute Matlar, les différentes éditions internationales du manuel, selon la traduction intégrale de l'édition en anglais produite aux États-Unis. Les seules traces d'adaptation du contenu du manuel résident dans quelques-unes des photos qui l'illustrent, mettant en scène de fameux YouTubers locaux et qui changent dans différentes versions du guide. Le texte de ce manuel, lui, ne porte aucune autre forme d'adaptation aux réalités étrangères que celle de la traduction littérale du texte américain. Le guide offre dès lors à ses lecteurs du monde un modèle unique de production, au trait fortement commercialisé, de vidéos en ligne à valeur universelle. Et ici la bibliographie qu'on a utilisée pour expliquer l'accès à l'information par les moteurs de recherche dans ce cours, et aussi qu'on a utilisé pour expliquer et explorer historiquement et d'une façon critique le fonctionnement et la stratégie adoptée par le site YouTube. Merci et à la prochaine.